D'abord, quelques mauvaises nouvelles, entre guillemets, hein, le verre à moitié vide cette fois, puisque le Premier ministre nationaliste Viktor Orban a été largement réélu dimanche en Hongrie. Donc vous savez que Viktor Orban fait partie de ces leaders d'extrême droite, très proches de Zemmour et Marine Le Pen, qui représentent donc l'antiféminisme, qui veulent rétablir un patriarcat viriliste. Voilà, donc tout l'inverse de ce que j'essaie de souligner dans mes chroniques. Mais bon, quand ces gens-là se maintiennent au pouvoir, il faut quand même le dire, puisque ils tombent pas à chaque fois. Et là, il a été réélu pour un 4e mandat d'affilée. Voilà. Alors, il faut savoir qu'en plus, il s'en est pris ces derniers temps au président ukrainien. C'était pas la première fois. Peut-être avec un petit peu d'antisémitisme, hein, déjà les fois d'avant. Avant la guerre en Ukraine, il s'était déjà un peu attaqué à lui, puisqu'il l'avait désigné parmi ses adversaires. Et pourtant, ça l'a pas empêché d'être réélu. Donc même la crise qui s'est passée là en Ukraine, l'invasion par l'armée russe, n'a pas empêché Orban de se faire réélire. La Hongrie est désormais considérée par certaines ONG comme un régime hybride et non plus comme une démocratie. Il faut savoir que le chef du cabinet donc du Premier ministre Viktor Orban a accusé la Commission européenne de commettre une erreur en voulant punir les électeurs hongrois pour ne pas avoir exprimé une bonne opinion du goût de Bruxelles lors de ces élections. Oui, parce que l'Union européenne donc va mettre en place de nouvelles sanctions puisque l'état de droit n'est plus respecté en Hongrie, donc la justice ne peut plus fonctionner normalement. Donc l'Union européenne va devoir mettre en place de nouvelles fonctions puisque, comme vous le savez, ça fait partie des valeurs clés de l'Union européenne, même du mode de fonctionnement de l'Union européenne. Un État est obligé d'être une démocratie pour faire partie de l'Union européenne. Donc comme la Hongrie sort de plus en plus de la démocratie, le gouvernement hongrois va faire l'objet de sanctions et donc Orban dénonce le fait que la Commission européenne punit les électeurs hongrois pour ne pas avoir exprimé la bonne opinion lors des élections. Eh bien oui, c'est le cas. C'est la vérité. Il a raison. L'Union européenne s'oppose aux électeurs hongrois et les punit parce qu'ils n'ont pas appliqué la bonne politique et pas fait les bons choix. Bah oui, c'est le cas. C'est bien la politique qui se passe. Il faut savoir que la Hongrie est actuellement en tension avec la Pologne, autre pays dirigé par l'extrême droite. Pologne qui en veut d'ailleurs aussi par ailleurs à Emmanuel Macron sur la crise en cours, le gouvernement, le chef d'État polonais. Et donc voilà, c'est tendu entre eux. Donc la Pologne a beau être d'extrême droite actuellement, elle n'est pas pro-russe. Alors que Orban s'est fait féliciter évidemment par Vladimir Poutine qui l'a applaudi pour sa réélection. Il s'est d'ailleurs dit prêt Orban à acheter son pétrole en roubles, évidemment. Sinon, à propos de la Russie, d'ailleurs, au passage, les États-Unis et le Royaume-Uni viennent d'annoncer de nouvelles sanctions économiques contre la Russie et aussi contre les filles de Vladimir Poutine. Le Royaume-Uni a même annoncé avoir gelé 350 milliards russes, ce qui commence à être sérieux. Vous savez que la semaine dernière, je vous avais parlé un petit peu d'argent. Même si les milliards, on a du mal à se représenter, il faut quand même essayer de se les représenter. Et 350 milliards, ça commence à peser. Parce qu'avant, on parlait seulement de quelques millions par-ci, quelques dizaines de millions par-là. Ça, c'est rien du tout. Je vous avais évoqué la semaine dernière le chiffre de 1000 milliards, qui selon moi représente à peu près le capital des oligarques russes. Et bien là, 350 milliards, donc, ça colle à peu près, viennent d'être gelés par le Royaume-Uni, ce qui peut commencer à expliquer certaines inflexions dans la géopolitique internationale, ces attaques répétées sur l'économie russe. En tout cas, voilà, là, on n'est plus dans la dinette symbolique. Toutefois, rappelons que pas un seul centime n'a été saisi aux oligarques russes, à Poutine ou à l'État russe. C'est simplement de l'argent qui est gelé, c'est-à-dire que on en suspend l'usage. Mais rien n'est prélevé. Par exemple, on aurait pu saisir l'argent, c'est-à-dire le prendre, l'exproprier aux oligarques milliardaires russes pour le donner aux réfugiés ukrainiens. Ça, c'est pas du tout le cas. Pour l'instant, c'est simplement gelé. C'est-à-dire qu'à la fin de la crise, ils pourront probablement récupérer leur argent en bons capitalistes qu'ils sont, parce que sinon, si on commence à voler l'argent des milliardaires capitalistes, eh bien le capitalisme ne fonctionne plus. C'est ce que je vous avais dit la semaine dernière, c'est un grand paradoxe de l'époque. Et on va voir ce que ça va donner, ces milliards qui sont gelés. Sinon, précisons aussi que les États-Unis déversent des millions sur l'Ukraine depuis un mois et demi maintenant, pour l'aider à tenir, pour aider l'armée, pour aider le système ukrainien à tenir. On en est déjà à environ 2 milliards depuis le début de l'année, puisqu'ils avaient senti la crise venir avant, l'invasion militaire. Et donc ce n'est pas rien. Les États-Unis ne font pas que parler, on a beau leur reprocher tout ce qu'on veut, quand même, ils fournissent en plus d'une logistique militaire, en plus de spécialistes de l'armée qui aident à coordonner
l'armée ukrainienne, en plus de la mise à disposition de leurs satellites pour l'observation, etc., ils fournissent de l'argent, vraiment. Sinon, deuxième mauvaise nouvelle, en Serbie, pareil, même topo. Le dictateur pro-Poutine, lui, il est surtout pro-Chine. Il adore la Chine. Il s'appelle Vučić. Il fait 2 mètres. Il a encore été réélu et félicité lui aussi par Poutine. Donc, voilà, lui, il est à fond à vendre l'infrastructure serbe à la Chine pour faire de la Serbie le point d'arrivée des routes de la soie chinoise. Et voilà, donc c'est vaccins russes, médicaments russes. Pendant la crise du Covid, il avait même embrassé le drapeau chinois. Et il a été réélu. Voilà. Donc tout n'est pas parfait dans le meilleur des mondes. Il y a toujours des petits bugs comme ça au grand cours de l'histoire, des petites résistances au grand cours de l'histoire. Mais on verra ce que ça donnera plus tard. Sinon, donc la Pologne, donc gouvernée elle aussi par l'extrême droite, vient de bloquer l'adoption de l'impôt minimum sur les multinationales en Europe. Vous voyez? Donc, chef d'État polonais qui accueille actuellement les réfugiés ukrainiens, qui est en première ligne face à l'agressivité de la Russie, il reste quand même d'extrême droite, hein, et donc anti-avortement, anti-féministe, pour la virilité, etc. En plus, ils viennent d'annoncer qu'ils sont contre les impôts sur les multinationales en Europe. Comme quoi, on comprend là que cette forme de nouveau fascisme, de côté très réactionnaire de ces gouvernements-là, ça coquine très bien avec le capitalisme le plus offensif des multinationales. Donc ça énerve beaucoup Macron, puisque la France était à la tête de ce projet de loi là qui vise à taxer les grandes multinationales internationales, justement, américaines notamment. Et donc Varsovie, vu qu'il faut l'unanimité des États membres pour que ça passe, vient de s'opposer hier, c'était pas aujourd'hui ou c'était hier, à ce projet donc de directive visant à instaurer une taxation minimale de 15% sur les bénéfices, seulement sur les bénéfices, hein, 15% sur les bénéfices, pas sur le chiffre d'affaires ou quoi que ce soit, 15% sur les bénéfices des multinationales, et il faudrait que ce soit adopté à l'unanimité pour les 27. L'idée, ça serait que dans toute l'Europe, dès qu'une multinationale fait de l'argent, 15% de ses bénéfices sont taxés. C'est ce que défend Macron notamment. Eh bien, la Pologne vient de dire non pour l'embêter. Et aussi parce que ils veulent jouer chacun contre chacun. Et voilà. De là, nous passons sur le continent américain. Et donc j'essaie de trouver un fil conducteur hein, dans mes informations et de ne pas les juxtaposer comme ça. Donc là, on reste sur cette idée de la taxation des grandes multinationales avec le Canada qui veut faire payer Google et Facebook. Le gouvernement a déposé hier un projet de loi pour obliger les géants du web à conclure des accords commerciaux avec les médias afin de les rémunérer pour la reprise de leur contenu. Oui, parce que vous savez, quand vous tapez une information dans Google, en fait, vous avez accès directement à l'information qui est produite, fabriquée, ce qui prend du temps et de l'argent par des journalistes, et ces journalistes-là ne sont pas payés. Si bien que depuis 2008, 450 médias d'information canadiens ont fermé leurs portes, dont 60 au cours des seules 2 dernières années. Ces 2 dernières années, il y a 60 médias d'information au Canada qui ont fait faillite parce que les gens vont sur Google pour s'informer et du coup, ils vont pas payer sur le site, ce qui fait que sur le site d'origine, ce qui fait qu'on obtient l'information sans rémunérer ce prix de l'information. Or, l'information, c'est le nerf de la guerre maintenant, comme le montre d'ailleurs la guerre menée par Poutine sur ce secteur de l'information. Donc ce projet de loi intitulé Loi sur les nouvelles en ligne est inspiré de celui adopté en 2021 par l'Australie, qui était le premier du genre au monde. Oui, l'Australie, il faut savoir qu'elle avait été très offensive contre les migrants, certes, mais aussi sur cette question de Google et de ne pas laisser Google et Facebook gagner autant d'argent impunément sans jamais rémunérer les journalistes qui bossent indirectement pour eux. Il faut savoir qu'au Canada, 80% des revenus générés sur Internet vont directement à Google et à Facebook. Or, sur 10 milliards de dollars, ça fait quand même un joli pactole. 80% de 10 milliards, ça fait un joli pactole. Si vous multipliez ça par tous les pays du monde, vous comprenez pourquoi ces groupes-là sont aussi puissants, aussi riches aujourd'hui. En France, il faut savoir que c'était pareil, hein, même délire. Si vous allez sur Google, voilà. Sauf que depuis 2019, l'Union européenne a mis en place un droit voisin qui doit permettre la rémunération des éditeurs de presse pour les contenus utilisés par les plateformes en ligne. Après avoir rechigné, Google a fini par signer des accords avec des journaux français pour rémunérer l'utilisation de leur contenu, ce qui était une première mondiale là aussi. Ils ont signé par exemple un partenariat avec l'AFP, donc maintenant Google paye automatiquement l'AFP. Ce qui va permettre aux journalistes de continuer de faire leur travail et moi d'avoir des informations
de qualité, de pouvoir vous les retransmettre ensuite. Si on n'a plus d'informations, eh ben, on devient très pauvre et très fragile, je pense. Aux USA toujours, des nouvelles d'Elon Musk. Alors Elon Musk, vous savez, j'étais un de ceux à vous le faire découvrir, puisque beaucoup d'entre vous ne le connaissaient pas. C'est le fondateur de Tesla, etc. C'est devenu, depuis que j'en ai parlé, depuis la crise du Covid, c'est devenu surtout l'homme le plus riche du monde. Il se tire la bourre avec Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Bill Gates, il est un peu plus loin derrière. Et ils sont très riches, hein, parce que depuis le temps que je suis ça, à l'époque, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, il tournait autour de 13, 20 milliards. Et à l'époque, Bill Gates était encore très bien. Puis Jeff Bezos était monté dans les 70 milliards. Et maintenant, Elon Musk est autour des 130 milliards. Donc vous voyez, c'est vraiment une courbe de progression énorme. Eh bien, ce cher Elon Musk, donc patron de... c'est celui qui va lancer les futures voitures, donc déjà les voitures électriques que vous voyez partout maintenant, j'espère, qui n'ont pas de poignée, et qui seront donc autonomes. C'est lui le pionnier de ça. C'est le pionnier aussi dans l'aérospatial, c'est celui qui a inventé des fusées jetables, des fusées réutilisables. Donc on tire la fusée, elle redescend, on la répare et on la retire. Ce qui était une innovation à laquelle personne ne croyait. Il faut bien voir que personne ne croyait en ce mec-là. Il faut savoir aussi que ce n'est pas un Américain. Elon Musk, il vient d'Afrique du Sud. Et ça, vous savez, c'est toujours important pour moi, ces idées-là, du fait que des gens travaillent dans un pays qui n'est pas le leur, parce que ça conforte ma thèse du cosmopolitisme mondial et du syncrétisme interculturel et du fait que le pays d'origine n'est plus la question, qu'on est en train de transcender les questions nationales et raciales. Bref, Elon Musk vient d'être nommé au conseil d'administration de Twitter. Alors là, déjà qu'il était le plus riche du monde, et bien maintenant il va faire partie du conseil d'administration de Twitter parce qu'il faut savoir qu'il est devenu actionnaire majoritaire. C'est le mec qui, en son nom propre, est le plus puissant dans Twitter, puisqu'il possède 9,2% des parts de Twitter à lui tout seul. Je crois qu'il a investi 2 milliards de dollars récemment dans Twitter, ce qui vous permet de faire un lien, par exemple une comparaison avec les 2 milliards que les États-Unis ont injectés à l'Ukraine depuis le début de l'année. Vous voyez, ça donne un peu des ordres de grandeur. Et voilà, donc maintenant il va faire partie carrément du CA de Twitter. Quand il est devenu actionnaire majoritaire il y a quelques temps, il avait dit qu'il était actionnaire passif et qu'il comptait pas être décisif. Sauf que bon, vu que c'est un mec qui aime bien décider beaucoup de choses et peser sur le cours de l'histoire, c'était assez étonnant. Et bien donc voilà, c'est fait. Maintenant, donc la nomination du prochain conseil d'administration, le CA de Twitter, aura lieu en mai. Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, dont je vous ai déjà parlé aussi, Jack Dorsey, parce qu'il a une tête pas comme les autres. Jack Dorsey, c'est le mec qui était un des mecs les plus influents de la planète, mal rasé, piercing et compagnie. Donc je vous en ai parlé parce que je m'intéresse beaucoup au corps dans ces chroniques. Il faudrait revenir en arrière dans une chronique ancienne si vous voulez retrouver cette discussion autour de Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, ex-dirigeant de l'entreprise. Il a annoncé qu'il quittait le siège de Twitter. Voilà, en gros, Jack Dorsey laisse sa place à Elon Musk et il dit qu'il est très content. Qui est actuellement le patron de Twitter? Actuellement, le patron de Twitter, c'est un mec qui s'appelle Parag Agrawal. Parag Agrawal, patron de Twitter, c'est pas très américain ça comme nom. Eh bien évidemment, oui, vous l'avez tout compris, c'est un Indo-américain qui a fait ses études à Bombay, en Inde, avant de partir aux USA. Ça fait exactement, je vous en avais parlé aussi, comme le patron de Google, tout simplement. Le patron de Google, Alphabet, s'appelle Sundar Pichai, et Pichai, c'est un mot pas juste gitan, puisque les gitans ici connaissent ce prénom Pichai, puisqu'il y a un très très grand musicien dans le sud qui s'appelle Pichai Reyes, un descendant des Gypsy Kings. Il n'y a pas que Pichai Reyes. Pichai, si les gitans ont gardé la mémoire de ce prénom Pichai, c'est parce qu'il vient d'Inde et que les gitans viennent d'Inde. Or, le patron de Google, actuellement, vient d'Inde lui aussi, tout comme le patron de Twitter. Donc si ça vous permet pas de sentir le fait que on vit dans un monde vraiment global, interconnecté, par-delà les drapeaux, par-delà les frontières, eh bien voilà, je ne sais pas quoi vous dire plus. Il faut savoir que donc ce patron de Twitter, Parag Agrawal, il est né en 1984. Il a tout juste 37 ans. Donc en plus d'être indo-américain, d'avoir fait ses études à Bombay, il est super jeune. Elon Musk, qu'est-ce qu'il fait lui? Depuis longtemps, il a un usage assez subversif de Twitter. Elon Musk, puisqu'il utilise Twitter comme une plateforme démocratique pour pratiquer des sondages. Par exemple,
Il a fait un sondage récemment pour demander ce que pensaient les gens qui le suivent. Évidemment, du coup, de plus en plus de personnes suivent Elon Musk. Déjà qu'il y a du monde qui le suit, mais là, de plus en plus, puisqu'il utilise son compte personnel Twitter pour faire des sondages. Il avait demandé aux gens, simplement comme ça, qu'est-ce que vous penseriez de l'idée de faire une option sur Twitter pour corriger son tweet? En effet, sur Twitter, contrairement à Facebook, vous ne pouvez pas corriger, modifier un tweet, ni même le supprimer. Sauf si vous payez 3 euros par mois pour avoir le Twitter Blue, ce qui vous permet de faire des modifications, d'avoir une option supplémentaire. Or, Elon Musk, il a dit, vous en pensez quoi? Ça serait peut-être bien sur Twitter si on mettait la possibilité. Et donc les gens, ils like ou ils like pas, et puis évidemment, tout le monde a dit oui. Voilà, il avait aussi demandé le 25 mars dernier sur Twitter, il avait posé encore une question, un référendum comme ça, et ce que les gens pensaient du fait que Twitter respecte ou non la liberté d'expression. Eh bien, sachez que 70% des gens qui suivent Elon Musk et qui ont voté à son mini référendum comme ça, mini sondage, avaient voté non. Ils pensaient que Twitter ne respectait pas la liberté d'expression. Voilà, alors maintenant qu'il est membre du CA de Twitter, peut-être qu'Elon Musk ne va plus pouvoir s'amuser à faire des petites questions comme ça. En tout cas, je pense que rapidement, vous verrez sur Twitter, il y aura gratuitement la possibilité de corriger un tweet et de supprimer un tweet. Voilà ce qu'on fait quand on est l'homme le plus riche du monde. On arrive à pénétrer une firme comme Twitter, intégrer le conseil d'administration et puis faire des modifications qu'on a envie, parce que je pense qu'Elon Musk, ça le saoulait de ne pas pouvoir le faire. Sinon, sur les réseaux sociaux toujours, petite nouvelle, de bonne qualité cette fois, c'est le naufrage de Truth Social, pardon. Donc le réseau social qui avait été créé par Donald Trump, qui s'appelait non sans rire Vérité Sociale. Donald Trump donc qui dit qu'il n'a pas perdu les élections, qu'il a été victime d'un trucage, qu'en fait il a gagné, mais que les élections ont été truquées. Il a créé un réseau social puisqu'il a été censuré, éliminé, banni de Twitter, qu'il utilisait lui aussi fort habilement. Il a donc été éjecté de Twitter, banni, et donc il a dit, bah, du coup je vais créer mon propre réseau social. Sauf que bah, ça marche pas. Déjà il faut savoir que le réseau social de Trump était réservé uniquement aux utilisateurs d'Apple, donc c'est un peu gênant pour tous les autres. Et puis de toute façon ça marche pas, son truc il marche pas, et puis personne n'en veut. Donc voilà, Trump se casse la gueule avec son réseau social tout pourri, qui s'appelait Vérité Sociale quand même. Sinon, aux USA, plus important, donc là j'ai parlé des élites, maintenant on va parler d'autre chose que des élites, puisque un groupe d'employés a réussi à faire flancher l'une des plus grandes multinationales du monde, l'autre milliardaire, donc Jeff Bezos. Bezos aussi, pas super américain, hein, c'est quand même un nom espagnol. Jeff Bezos, eh ben, il est embêté parce que maintenant, Amazon a son premier syndicat de toute l'histoire aux États-Unis. Amazon existe depuis 1994 et compte aujourd'hui 1,5 million d'employés, dont 1 million aux États-Unis. Eh bien, pour la première fois donc dans l'histoire de cette firme, qui a du coup une trentaine d'années, eh bien, à New York, 2654, c'est pas énorme, 2654 sur le million d'employés, mais c'est pas rien. On coché oui, ils ont voté pour être représentés par l'organisation, donc le syndicat qui s'appellera Amazon Labor Union, ALU, qui a été créé il y a un an, et il y a eu 2131 voix contre. Donc 2006 pour, 2100 contre. Joe Biden, le président des États-Unis, s'est dit heureux de ce vote qui était pour le syndicalisme. Le responsable du syndicat a remercié ironiquement le fondateur d'Amazon, donc Jeff Bezos, l'homme aussi très riche, pour être allé dans l'espace, puisque oui, donc Jeff Bezos s'offre des allers-retours dans l'espace, pour aller voir comme ça, pour le délire, parce qu'il aime bien. Et donc il a été remercié ironiquement par le fondateur du syndicat, parce que pendant qu'il était là-haut, on a pu monter un syndicat, a-t-il dit. De son côté, l'entreprise a fait part dans un communiqué de sa déception. Et elle a dit évaluer les options. C'est pas bon quand ils disent évaluer les options, sauf que ils peuvent pas faire grand-chose. Donc c'est vraiment un jour historique, a affirmé le représentant du syndicat. Je pense que ça peut démarrer une réaction en chaîne d'un entrepôt à l'autre. Voilà ce qu'il a dit. En effet, il y a un entrepôt juste dans la rue d'en face, où quelques 1500 autres salariés du centre de tri sont appelés à voter dans quelques temps, du 25 au 29 avril, pour créer une autre antenne de l'ALU, donc l'Amazon Labor Union. Voilà, donc peut-être une épidémie de syndicats dans les entrepôts Amazon, ce qui serait une bonne chose. Dans l'entrepôt, il y avait quand même 8300 salariés et seuls 4800 ont voté. Donc beaucoup se sont abstenus sans doute de peur de représailles. Pardon.
Mais voilà, quelque chose s'est enclenché, ça va permettre aux autres d'avoir moins peur et sans doute de créer des syndicats un peu partout. Rappelons aussi d'ailleurs qu'en décembre dernier, il y avait eu la naissance historique d'un syndicat dans les cafés Starbucks. C'était aussi la première fois, donc c'est très récent. Et puis aussi, en octobre, il faut rappeler aussi pour la question des travailleurs américains qu'il y avait eu une grève historique chez le géant Kellogg's. Voilà, une grève qui ne s'était pas produite depuis des décennies aux États-Unis chez le géant Kellogg's. Donc, un peu partout, il semble que le rapport de force s'inverse en faveur des travailleurs, notamment depuis la crise du Covid qui a renforcé le poids des travailleurs puisque beaucoup ont décidé de démissionner plutôt que de subir un boulot de merde. Et oh, je devais plus dire merde, mais je l'ai redit. Et voilà, donc plutôt des bonnes nouvelles. Il faut savoir que le syndicalisme aux États-Unis était sur le déclin depuis des décennies, mais qu'ils ont décroché, donc comme je vous l'ai dit, plusieurs victoires très importantes, symboliques, ces derniers mois aux États-Unis. Voilà, avec le soutien à chaque fois explicite de Joe Biden. Il faut le dire. Voilà, on n'est pas forcément pour Joe Biden, mais là il faut le dire, il est pour le syndicalisme aux États-Unis. La création du premier syndicat, donc à Starbucks, comme je l'avais dit, avait suscité un immense enthousiasme. Et puis le syndicalisme chez Amazon, ça peut servir, comme le prouve la situation ce week-end en France, chez Amazon France. Je ne sais pas si vous avez vu cette information, mais une proposition de la direction d'Amazon France avait été jugée insuffisante dans le cadre des négociations sur les salaires, ce qui a provoqué le mécontentement des employés. Ça c'est pas mes mots, hein, ça c'est les mots de la presse. Donc mécontentement, plutôt la colère des salariés, dont plus d'1 millier ont débrayé entre dimanche et mardi. Donc ces derniers jours, voilà, il y avait du bazar, des grèves et des débrayages, des blocages dans les entrepôts Amazon en France. L'union syndicale demande simplement une augmentation générale du salaire de 5% minimum pour les salariés d'Amazon France. Voilà ce qu'ils demandent. Et Amazon, qui réalise des profits records, refuse de leur donner, puisque forcément, son chef milliardaire Jeff Bezos s'envoie en l'air dans l'espace. Grève toujours. À propos des grèves, il faut savoir que les dockers suédois, donc les dockers, vous savez, c'est les gens qui déchargent, qui font la logistique dans les ports, la logistique des containers. Voilà, ça c'est vraiment le cœur matériel du capitalisme. Si on parle du capitalisme, il faut parler containers, il faut parler dockers. Bon, alors les dockers suédois se mobilisent actuellement pour bloquer les navires qui sont liés à la Russie. Un syndicat a refusé de charger et décharger les bateaux connectés à la Russie, en Suède. Donc, un autre syndicat a déposé un préavis de grève pour un mouvement qui débutera le 1er mai. Plutôt cool. Et du coup, la Suède pourrait bientôt manquer de bananes. Bah ouais, mais des fois, il faudra se priver de bananes. Les bananes viennent d'Équateur, hein, en Suède, pour soutenir l'Ukraine et embêter la Russie de Poutine. Pas la Russie tout court, la Russie de Poutine. Sinon, il faut savoir aussi que la résistance biélorusse se mobilise elle aussi pour l'Ukraine. Donc en Biélorussie, j'avais expliqué, hein, il y avait eu un mouvement révolutionnaire qui a été empêché par Vladimir Poutine, qui a maintenu au pouvoir le dictateur Loukachenko, qui pourtant n'était pas un pro-Poutine, hein, ils n'étaient pas complètement d'accord les deux. Mais face à la révolution, face au peuple dans la rue, ils se sont un peu solidarisés. Donc les Biélorusses vivent sous le joug de Loukachenko, avec la complicité de Poutine, ce que nous avons tous laissé faire, les Européens. Hein. Il faut savoir qu'il y a eu une répression féroce en Biélorussie, on a tous laissé faire. Donc après, il ne faut pas s'étonner si Poutine continue d'avancer ses pions. Espérons que cette fois, on a compris la leçon. Et donc en Biélorussie, il y a du sabotage ferroviaire. Vous avez bien entendu, du sabotage ferroviaire. Les syndicalistes et les ouvriers du rail en Biélorussie sont de véritables terroristes, oui, puisqu'ils font du sabotage, et voilà, pour empêcher la logistique russe de fonctionner. Alors évidemment, il y a une répression aussi sur eux, hein, là-bas, assez féroce, et voilà, donc ils collectent aussi de l'argent pour aider justement ceux qui sont licenciés ou mis en prison pour sabotage ferroviaire, et voilà, ils essaient d'empêcher les bataillons militaires de se déplacer à droite à gauche et de déplacer du matériel. Voilà. Petit mot aussi, en Ukraine, il y a aussi des syndicalistes. Il y a des syndicats en Ukraine et le gouvernement semble profiter de l'état d'urgence de la guerre pour réprimer un peu les syndicats et pour limiter leurs droits, ce qui n'est pas bien, tout simplement. Donc solidarité avec les syndicalistes ukrainiens qui ne sont pas forcément bien avec l'oligarchie actuellement au pouvoir en Ukraine aussi. Allez, sans transition, on part en Afrique. Là, il n'y a plus de lien. Là, j'ai coupé le lien. J'ai pas réussi à trouver une connexion. Quand même. C'est qu'en Afrique, au Soudan, il y a un général en place qui a été mis en place et protégé par, encore une fois, Vladimir Poutine. Même topo qu'en Biélorussie, même topo qu'en Syrie.
En Birmanie, c'est pas lui. Bon, ça, il faut reconnaître, c'est pas lui en Birmanie. C'est pas Poutine. Mais au Soudan, donc là aussi, donc il y a eu une révolution pour faire tomber le dictateur Béchir. Et donc, Poutine ne supporte pas ces mouvements révolutionnaires, ces conséquences, cette suite de la traînée du printemps arabe. Il a mis en place un général militaire. Donc le Soudan est plongé depuis le 25 octobre dans une spirale de violence. Et donc le général en place actuellement menace d'expulser le représentant de l'ONU. Vous voyez, l'ONU, je vous en ai déjà parlé, j'en reparlerai d'ailleurs tout à l'heure. Peut-être que c'est important aussi l'ONU. On a longtemps rigolé dessus, craché dessus même. Pourquoi est-ce que le général dictateur du Soudan actuel, le nouveau dictateur protégé par Poutine, dans ce cas-là, si c'était si insignifiant, voudrait expulser le représentant de l'ONU? Ça a peut-être du sens. Voilà, il considère que c'est de l'ingérence étrangère. Il faut savoir que depuis octobre, des milliers de manifestants défilent régulièrement au Soudan et que 93 d'entre eux ont été tués par les forces de sécurité, selon le syndicat de médecins pro-démocratie. Il y a aussi au Soudan la présence supposée, mais quand elle est supposée, elle est très fortement supposée, du groupe Wagner, donc ce groupe dont je vous ai parlé, qui s'appelle Wagner parce que c'est le compositeur préféré d'Hitler, et qui est un groupe de paramilitaires russes. Voilà, il faut savoir qu'au Soudan, les femmes sont les premières victimes des violences par les forces de l'ordre parce que les femmes étaient en première ligne. Elles ont été le fer de lance de la révolution à Khartoum qui fit tomber le vieux dictateur gérontocrate. Du Soudan, on se décale, on va pas très loin, on va au Nigeria. Le Nigeria, j'essaie d'en parler régulièrement parce que c'est le géant démographique de l'Afrique noire. Eh bien, au Nigeria, un célèbre militant athée vient d'être condamné à 24 ans de prison pour blasphème. 24 années de prison juste pour des mots, parce qu'il a dit des choses que les gens ne sont pas d'accord avec. C'est quand même cher payé. Il s'appelle Mohamed Moubarak Bala, il a 37 ans, lui aussi, comme le patron de Twitter. Il est président de l'association des humanistes du Nigeria. Retenez bien les mots. Président de l'association des humanistes du Nigeria. Et il a été arrêté donc en avril, non, ça fait un an déjà qu'il est en prison, en avril 2020, pardon, pour avoir écrit des messages sur Facebook critiquant l'islam et son prophète. Je dis retenez bien les mots parce que ici on se moque de l'humanisme. On dit que l'humanisme c'est l'arrogance de l'Occident. Eh bien non, puisqu'il y a des gens au Nigeria qui sont jeunes et qui appellent leur association l'association des humanistes du Nigeria. Ces gens-là, il faut les entendre. Et il ne faut pas forcément cracher complètement sur ce que fut l'humanisme depuis la Renaissance. Puisque ce mec-là, donc, qui a créé cette association, qui essaie de critiquer l'islam sur les réseaux sociaux, eh bien, il vient d'être condamné à 24 ans de prison, puisque le tribunal du Nigeria a estimé que ces messages pouvaient porter atteinte à l'ordre public, dans le nord très musulman et très conservateur du Nigeria, où la charia est appliquée parallèlement au droit commun. Donc il y a deux systèmes de justice qui fonctionnent ensemble, dans le nord du Nigeria. Le militant très courageux a plaidé coupable devant la cour de ces 18 chefs d'accusation retenus contre lui. Eh bien, il n'est pas prêt de sortir de prison, le pauvre. Et donc je vous invite à lui demander à lui ou à ses proches, à des gens comme ça. Vous pouvez avoir accès d'ailleurs à ces gens-là sur Facebook. Si vous cherchez un petit peu, c'est pas si difficile de les contacter et de leur parler en anglais. Demandez-leur à eux ce qu'ils pensent de l'islamophobie, par exemple. Parce que c'est facile de parler d'islamophobie dans un pays comme la France, mais il vaut mieux en parler dans les pays concernés par l'islam. Il vaut mieux parler de l'islamophobie au Nigeria, dans le reste de l'Afrique, mais aussi au Pakistan, mais aussi au Bangladesh. Voilà des pays dans lesquels vous pouvez discuter de l'islamophobie avec les premiers concernés pour savoir ce qu'il en est du rapport à l'islam. D'ailleurs, au Pakistan, il faut savoir aussi qu'un Sri Lankais accusé de blasphème avait été battu à mort et immolé par le feu par une foule totalement en délire. C'est assez classique au Pakistan. Si vous êtes suspecté d'avoir dit du mal du prophète, d'avoir fait un dessin, d'avoir fait un truc avec le Coran, etc., le moindre fait que j'en parle là avec un peu de légèreté, eh bien vous pouvez être immédiatement lynché par une foule en liesse aussi, il faut le dire. D'ailleurs, donc, on reparlera du Pakistan un peu plus tard, et puis surtout du Sri Lanka dans quelques instants. Je reviendrai sur ce pays, puisque donc c'était un Sri Lankais qui avait été lapidé au Pakistan pour blasphème. Je reviendrai sur le Sri Lanka, puisque ce matin, le gouvernement du Sri Lanka vient de démissionner. Et ça, c'est plutôt cool. Avant ça, une petite respiration, avec quelque chose de plus léger, puisque la minuscule république de Saint-Marin, c'est une petite enclave, ça veut dire un tout petit territoire,
dans le territoire italien. C'est lié à la complexité de l'histoire du développement de l'État italien. Voilà, donc cette petite république minuscule de Saint-Marin vient de se doter, le vendredi 1er avril, et je crois que ce n'est pas un poisson d'avril, d'un chef d'État ouvertement homosexuel. Ce qui constituerait une première mondiale. Vous savez que la question de l'effondrement du patriarcat et du trouble dans le genre est important pour moi, puisqu'on peut être universaliste et pour autant être pour cet effondrement du patriarcat et des limites de genre traditionnelles, ou en tout cas leur discussion, leur remise en cause, leur interrogation. Et donc voilà, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un chef d'État est ouvertement homosexuel. Il y en avait peut-être d'autres, mais on ne le savait pas. Là, c'est clair et net, il se revendique comme tel. Bon, alors il faut savoir que c'est un micro-État, hein, il n'y a que 34 000 habitants, donc super nouvelle, mais bon, 34 000 habitants seulement. Pour autant, il faut savoir que plusieurs gouvernements sont déjà dirigés par des personnalités déclarées homosexuelles, parmi lesquelles, par exemple, Xavier Bettel, Premier ministre du Luxembourg depuis 2013, qui est homosexuel, ou encore l'Islandaise Johanna Sigurdardóttir, qui a été à la tête de l'Islande de 2009 à 2013, donc une femme qui était homosexuelle. Voilà, donc ça progresse de plus en plus. Et je pense que à chaque fois je relève quand il y a une avancée sur ces questions-là, et je pense que ça ira encore toujours plus dans ce sens-là. Ce qui est le sens de l'histoire. À partir du 11 avril, sinon, aux États-Unis, à partir du 11 avril, toute personne demandant un passeport, donc aux États-Unis, pourra désormais cocher la case X, et non plus seulement choisir entre masculin et féminin. Voilà ce qu'annonçait jeudi 31 mars le département d'État à l'occasion de la Journée internationale de visibilité transgenre. Les personnes transgenres sont parmi les plus courageuses de notre pays, affirme la Maison-Blanche dans un communiqué. Vous avez entendu? La Maison-Blanche qui dit les transgenres sont parmi les plus courageux du pays. C'est quand même énorme. Eh bien oui, c'est aussi ça les États-Unis, c'est aussi ça l'Occident, c'est aussi ça l'époque actuelle. Donc maintenant aux États-Unis, on peut cocher sur voilà, indéterminé quand on va avoir un passeport. Pour la première fois, sinon aussi en France, une femme trans avait été reconnue maman. Voilà, c'est une décision de justice d'un genre nouveau sur la filiation. Une femme trans, Claire, qui vient d'obtenir de la Cour d'appel de Toulouse le droit de figurer comme mère sur l'acte de naissance de sa fille de 8 ans, une première en France. Il faut savoir que cette histoire commençait en 2011, donc toujours sur cette question de genre. À cette époque, il s'agissait de Bernard. Bernard qui avait déjà 2 enfants avec sa femme. Il n'a pas été opéré, mais change de sexe à l'état civil. En 2014, une nouvelle petite fille naît. L'enfant a été conçu avec son appareil reproducteur masculin, pardon, évidemment. Mais, puisqu'ils ne peuvent pas avoir 2 enfants, enfin voilà, 2 femmes ne peuvent pas avoir. Bref, mais sous une identité de femme. Claire fait donc alors établir devant notaire une reconnaissance prénatale de maternité pour l'enfant, ce qui a été refusé à l'époque, mais voilà, il y a eu une décision de justice qui a validé. Donc voilà, c'était à Toulouse. Vous pouvez vous renseigner sur cette affaire si ça vous intéresse. Il y a d'autres cas d'enfants qui sont dans cette situation et ça semble bouger en France aussi. Alors bon là, ça mérite discussion, il faut y réfléchir. Voilà. Donc là, il y a des enfants qui vont naître avec 2 mamans à leur état civil. Bon, voilà. Alors évidemment, les psychanalystes sont pas forcément fans parce qu'ils disent qu'il faut un papa et une maman. On sait que c'est plus compliqué que ça. Ce qu'il faut, c'est surtout de l'amour. Oui, je dis des banalités aussi parfois, ça arrive. Bon, repartons au front sur des choses un peu plus dures. En Algérie, les autorités tentent actuellement de limiter la hausse du prix des produits alimentaires en plein ramadan, parce que là-bas, ça va être la crise. L'État a annoncé l'ouverture de 1200 points de vente à prix coûtant pour faciliter les achats des familles, alors que le conflit en Ukraine fait exploser le cours des matières premières. Alors il faudrait voir aussi, pas juste travailler sur le prix de ce qu'on mange, mais aussi sur ce qu'on mange, sur la qualité de ce qu'on mange, la nature de ce qu'on mange. Alors je vais paraître encore une fois pour un occidental donneur de leçons, mais bon. Sinon, en Algérie, toujours, le gouvernement libère actuellement des dizaines de détenus suite au mouvement de révolte qu'on appelait le Hirak. Voilà, mouvement de révolte contre le pouvoir autoritaire en Algérie qui a fait tomber Bouteflika. Il faut quand même le dire, c'était une victoire aussi de notre camp. Eh bien, comme le gouvernement anticipe sur des mois qui vont être compliqués, sur de longs mois qui vont être compliqués dans tout le Maghreb, eh bien, il semble lâcher un peu du lest et donc libérer des détenus pour essayer de calmer un peu le jeu. Mais c'est pas sûr que ça marche, puisque ces détenus qui vont être tout juste libérés vont se jeter sur Facebook pour faire eux aussi de nouveau des chroniques radicales pour inciter à la libération de leur pays et au recul du FLN
organe militaire de l'indépendance algérienne qui a toujours été léniniste dès le départ. Et donc violent, mortifère, sanguinaire, tout ce que vous voulez. Annonce donc aussi la possibilité, donc le gouvernement algérien annonce aussi la possibilité de faire pression sur l'Espagne en augmentant le prix du gaz. Oui, parce qu'il y a une embrouille actuellement entre l'Algérie et l'Espagne, puisque l'Espagne a récemment fait volte-face en prenant le parti du Maroc sur la question du Sahara occidental, qui est disputée entre l'Algérie et le Maroc. Donc le pouvoir algérien va utiliser ce côté nationaliste pour se faire monter la pression sur le Maroc grâce au gaz, dont il est un grand exportateur, qui va sauver en partie l'Europe face à la crise russe. Et donc voilà, pour détourner l'attention de la population de la crise économique interne, il va exciter un peu le nationalisme, le coup classique, et s'opposer à ces sales blancs que sont les Espagnols. Voilà, on joue encore le coup classique du nationalisme identitaire en Algérie. Ils annoncent aussi le pouvoir algérien peut-être une petite détente avec la France. Bon, on verra ce que ça donne. On reste au Maghreb. Au Maroc, il y a eu des arrestations pour trafic d'organes en Turquie. Oui, alors donc il y a des gens qui mettent des annonces sur les réseaux sociaux, des petites annonces sur les réseaux sociaux au Maroc, disant que pour quelques milliers d'euros, vous pouvez faire un petit voyage en Turquie, vous faire prélever un rein et revenir au Maroc. Voilà comment on exploite la misère. Tout ça s'articule avec les réseaux de trafic de drogue entre le Maroc et la Turquie. Donc il y a eu des arrestations actuellement là-bas. En Tunisie, alors là, pareil, donc on va parler de la Turquie là aussi. Et là, c'est encore un vrai sketch, un peu comme la semaine dernière où il y avait des trucs quand même hallucinants qu'ils osent dire les responsables diplomatiques internationaux. Alors la Tunisie, d'abord le contexte. Le président tunisien, Kais Saied, a annoncé le 30 mars la dissolution du Parlement. Carrément, donc lui, il s'emmerde pas, il dissout le Parlement, donc l'organe démocratique de ce pays, la Tunisie, qui a pratiqué la révolution dans les nommés printemps arabes. Donc 8 mois après avoir suspendu le Parlement, il l'a carrément dissous pour s'arroger les pleins pouvoirs. Alors maintenant la blague, donc ça c'est le contexte. La blague, c'est que Erdogan, donc le dictateur à la tête de la Turquie, donc l'islamo-capitaliste, voilà, qui rêve d'une très grande Turquie impériale, un nouvel empire ottoman. Et donc il a qualifié la dissolution du Parlement tunisien de coup porté à la volonté du peuple tunisien et accrochez-vous bien, de tâche sur la démocratie tunisienne. Alors bon, voilà, donc là on a Erdogan qui donne des leçons de démocratie. Quand on sait ce qui se passe dans le milieu de la justice, dans le milieu des intellectuels, dans le milieu universitaire en Turquie, là aussi, si vous parlez d'islamophobie, discutez avec des étudiants qui sont sur les campus d'Istanbul. Discutez avec eux de ce qu'ils pensent de l'islam et de la question de l'islamophobie, de la question de pouvoir critiquer l'islam ou pas. Ça sera plus intéressant que d'en parler juste seulement ici. Donc Erdogan, il donne des leçons de démocratie. Pas emmerder le mec. Il n'a pas peur. Alors évidemment, les autorités tunisiennes, on ne leur fait pas. Ça les a beaucoup fâchés. Et donc ils ont carrément convoqué l'ambassadeur de Turquie à Tunis pour lui tirer les oreilles. Et je pense qu'ils vont passer un bon moment dans le bureau entre antidémocrates à boire le thé, je pense. Je pense qu'ils vont. Ça, c'est juste des déclarations pour les médias, pour que nous on en parle, mais eux, entre eux, je pense qu'ils entendent bien. Ceci dit, il y a une petite tension entre la Turquie et la Tunisie. Pourquoi? Parce que le Parlement tunisien était composé en majorité du parti Ennahda, qui est le parti islamo-conservateur, islamo-capitaliste lui aussi, proche de la Turquie et proche des frères musulmans. Alors tout ça, c'est une nébuleuse. Les frères musulmans, c'est le Qatar, c'est Al Jazeera, etc. Donc il y a une nébuleuse qui va de l'Égypte à la Tunisie en passant par la Turquie et le Qatar, mais il y a des complexités internes. Ils s'embrouillent un peu parfois en interne au sein de cette mouvance-là. C'est une des mouvances de l'islamisme, pas forcément la plus sauvage d'ailleurs, c'est une des mouvances islamistes, il y en a plusieurs. Et donc voilà, c'est la mouvance frériste des frères musulmans. Et donc Ennahda qui était très présente en Tunisie, puisque dans la foulée des révolutions en Tunisie et en Égypte, les islamistes sont arrivés au pouvoir, mais ça n'a pas trop bien marché, ni en Tunisie ni en Égypte. En Égypte, ils ont fait l'objet d'une répression féroce, d'enfermement et de meurtre, carrément. Et donc, d'ailleurs, Erdogan, on a entendu un peu moins dénoncer le dictateur là-bas, qui est soutenu par la France d'ailleurs, Al-Sisi. Mais là, il s'est permis de commenter la situation en Tunisie pour défendre ses camarades du parti islamiste tunisien. Et donc, il va se faire gronder, l'ambassadeur turc va se faire gronder par
le pouvoir tunisien. Sinon, rien à voir cette fois, mais une information que je trouvais vraiment importante aussi, sur les prisons. Quel est le taux d'incarcération dans le monde? C'est-à-dire combien il y a de gens qui sont en prison par rapport au nombre d'habitants? C'est une question importante, je trouve, si on s'intéresse aux mouvements sociaux. Eh bien, en janvier 2021, sur le continent européen, puisque je pense que la Russie fait partie du continent européen, eh bien la Russie détenait le record du taux d'incarcération avec 328 détenus pour 100 000 habitants, suivi de très peu par la Turquie, son pote, donc le pote de Poutine, Erdogan, avec qui il s'embrouille parfois, mais bon. La Turquie, c'est 325 pour 100 000 habitants, la Géorgie ensuite 232. La France, elle, détient le record du taux de suicide avec 27,9 pour 100 000. Sinon, il y a le taux d'incarcération en France, c'est 92 pour 100 000. Et à l'autre bout du spectre, là où il y en a le moins, c'est dans ce pays qui a été gouverné par une femme en plus homosexuelle, dont je vous ai parlé, l'Islande, avec le taux d'incarcération le plus bas de 41 pour 100 000. Et le record du monde sur le taux d'incarcération, c'est quoi? C'est les États-Unis, évidemment. Et les États-Unis, c'est le double, c'est plus du double de la Russie, avec 639 pour 100 000 habitants. 639 personnes en tôle pour 100 000 habitants. C'est colossal. En Thaïlande, ils sont très forts aussi. Hein. La Thaïlande, il faut arrêter de croire que c'est un pays touristique sympa où on peut faire aussi du business quand on vient des banlieues françaises. Non, la Thaïlande, c'est un pays ultra répressif, avec 460 personnes incarcérées pour 100 000. Et pas très loin derrière, le Brésil, qui fait lui aussi plus fort que la Russie, avec 357 pour 100 000 habitants. Donc voilà, taux d'incarcération, record en Russie, pas très loin la Turquie, bon, record du monde, les États-Unis, mais aussi la Thaïlande et le Brésil. Voilà. Sinon, petite info, vous avez vu le chlordécone, les juges mettent fin à l'enquête, ils disent qu'il y aura non-lieu, pas de mise en examen. Aux Antilles, donc vous savez, c'est le produit chimique qui avait intoxiqué les gens, si bien qu'il y a des taux de cancer records sur la population, record mondial de taux de cancer. Eh bien, les juges disent que voilà, ils mettent fin à l'enquête. Il y aura pas de, il y aura pas de, voilà, il y aura non-lieu parce qu'il y a prescription. Et je trouve que ça c'est très 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 fâcheux déjà pour les familles, mais surtout parce que les gens vont perdre encore plus confiance dans les institutions plus ou moins démocratiques de nos pays. Et je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. Donc voilà. Sinon, alors venons-en à ce pays dont le gouvernement vient de démissionner totalement ce matin, le Sri Lanka. Alors le Sri Lanka, c'est cette petite île qui est dans l'océan Indien, pas très loin de l'Inde. Voilà, il faut savoir d'abord que le Sri Lanka est très fortement endetté à hauteur de 8 milliards auprès de la Chine, que le Sri Lanka a aussi refusé l'aide du FMI. Alors c'est pas moi qui vais défendre le FMI, mais à l'époque que le Sri Lanka avait fait le calcul de se donner entièrement à la Chine, notamment ses infrastructures portuaires. Et voilà, ils ont fait un pari de dire nous on va faire en tant qu'asiatique, on va refuser l'Occident et on va faire le choix de la Chine. Eh ben bien mal leur en a pris puisque maintenant ils doivent payer et la Chine est quasiment en terre conquise dans certains endroits du Sri Lanka, à commencer par les ports. Conséquence de tout ça, une crise économique dramatique. Là actuellement on frise la famine au Sri Lanka, les gens ne peuvent plus se nourrir, ils ne peuvent plus faire à manger. Il y a des coupures d'électricité à répétition, ils n'ont plus rien. Et voilà, du coup, manifestation super violente dans la rue, couvre-feu, l'armée dans la rue pour sécuriser. Il y a 22 millions d'habitants, c'est une île, donc ils importent tout. Donc quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. C'est vite la panique. Ça va être le même délire à peu près à Madagascar. Sur une île, on est très très vite en très grande fragilité dès que les infrastructures, dès que la logistique mondiale tombe en panne. Eh bien, vu qu'il n'y a pas d'autosuffisance alimentaire, c'est très vite terrible. Comme donc Sri Lanka, Madagascar. Donc famine, pénurie de médicaments, pénurie de ciment, ça c'est moins grave, mais voilà, on manque de tout là-bas. Il y avait donc une grande manifestation qui était organisée par des militants non identifiés, donc ça vient de n'importe qui, ils lancent des appels sur les réseaux sociaux, le coup classique, tout le monde se retrouve dans la rue, en direct, ça fait boule de neige, à tel point que la télévision a été brutalement interrompue par le gouvernement. Voilà, alors il faut savoir que c'est une belle ironie de l'histoire, puisque la colère actuellement de la population sri-lankaise vise une famille dirigeante qui était autrefois appréciée par une grande partie de la majorité singalaise du pays, majorité du Sri Lanka, qui soutenait la famille régnante, donc c'est un clan de frères et sœurs qui se partagent le pouvoir, surtout des frères d'ailleurs, pour avoir, donc les gens les aimaient bien parce qu'ils avaient brutalement mis fin à la guerre civile ethnique contre la minorité tamoule. Vous savez, les Tigres tamouls, c'était cette organisation de cette minorité sri-lankaise
qui se battait pour faire valoir ses droits, et donc ils ont été sauvagement massacrés à la fin des années 90 par la famille actuelle régnante sur le Sri Lanka. Et ben donc voilà, la majorité qui s'amusait de voir les tigres camouls se faire massacrer, eh bien aujourd'hui se rend compte qu'ils auraient peut-être pas dû faire confiance à la famille régnante qui a pactisé avec la Chine, puisqu'aujourd'hui c'est eux, la majorité, qui crèvent de faim. Voilà. Précisons que les Tamouls avaient dû fuir carrément le Sri Lanka, notamment pour la France, où la France les avait considérés comme terroristes et leur organisation, certes très violente, qui s'est reconvertie en partie dans le banditisme dans les quartiers populaires de banlieue parisienne, avec des anecdotes assez folles de sabres, de jambes coupées, etc. Les Tamouls ont été victimes de répression aussi en France, où ils se sont réorganisés et on espère qu'ils vont mieux aujourd'hui. Ils oscillent entre la délinquance dans laquelle ils sont acculés, puisqu'ils sont considérés comme terroristes, et puis le commerce. Voilà. Aujourd'hui, ils doivent regarder avec un drôle de sentiment ce qui se passe au Sri Lanka, où leurs ennemis d'hier, qui les massacraient à la machette et à l'arme blanche bien souvent, aujourd'hui se révoltent contre la famille régnante qui a organisé leur massacre. Du Sri Lanka, on peut aller au Pakistan, qui est juste à côté, où là aussi, il y a une grave crise politique liée à la crise économique globale. Donc la crise systémique dans laquelle on est entré depuis longtemps, mais que le Covid a renforcé et que la guerre en Ukraine a démultiplié. Donc le Pakistan, équipé de l'arme atomique, j'espère que vous le savez, poids lourd démographique de la région, futur premier pays musulman de la planète, le chef du gouvernement qui s'appelle Imran Khan, même nom de famille que le maire de Londres, Khan, et il faut savoir que c'est le même nom de famille que Gengis Khan, qui était le fondateur de l'Empire mongol, qui, avant de se convertir à l'islam et de répandre l'islam dans la plupart de ces pays asiatiques, était un chef mongol. Et Khan, ça veut dire chef en mongol. Ce qui, là aussi, laisse à penser cette histoire de cosmopolitisme et de mélange et de grande civilisation mondiale, de cours global mondial de la civilisation. Puisque du maire de Londres au président, au chef du gouvernement pakistanais, ce sont les Khans, les descendants de ce mot mongol, qui gouvernent. Et donc les enfermements identitaires, si on fait un peu d'histoire, et même un peu d'histoire simplement des noms, ça n'a pas beaucoup de sens, les enfermements identitaires, sur lesquels pourtant ils essaient de surfer les uns et les autres. Alors, ce chef du gouvernement, ancienne star du cricket, converti à l'islam rigoriste au Pakistan, accuse les États-Unis d'ingérence. Il va sans doute bientôt être lâché par l'armée, qui cherche à se rapprocher d'ailleurs. Le chef du gouvernement du Pakistan cherche à se rapprocher un peu de la France, après avoir excité la haine contre la culture française lors de l'affaire Samuel Paty, où au Pakistan, de nombreux drapeaux français ont été brûlés, piétinés, les ambassades encerclées, etc., pour des histoires de blasphème. Donc ça va pas bien là-bas. Donc là, il a dissous, je crois lui aussi, l'Assemblée ou un truc comme ça, et il va demander la mise en place d'élections pour faire appel au peuple. Voilà, côté un peu référendum, on va faire parler de la population, etc. Ça risque d'être compliqué dans les temps qui viennent, dans ce genre de pays, ça risque de secouer un peu. Rappelons aussi que c'est la famine à Madagascar ou au Sri Lanka, et que paradoxalement, l'Inde possède des stocks de nourriture, des stocks de blé, par exemple, et qu'il ne les donne pas aux Sri Lankais, il ne les donne pas non plus au Pakistan voisin, qui évidemment, Pakistan, qui va bientôt, vu qu'ils sont opposés pour des raisons religieuses, ils vont bientôt mourir de faim aussi. Il y a des gens qui vont mourir de faim là-bas, même s'il y en a tout le temps qui meurent de faim. Et l'Inde possède des stocks de blé, ça il faut le savoir. Alors, petite occasion de faire un retour sur la journée de 8 mars dernier, journée internationale, vous le savez, des droits des femmes, qui, je pense, est un moment clé de l'émancipation mondiale. Il ne faut pas ironiser sur cette journée du 8 mars. La journée du 8 mars, c'est quelque chose d'important dans l'histoire, si on se décentre un petit peu de nos petits pays tout petits. Puisque pourquoi? Imaginez que partout sur la Terre, le même jour, au même moment, il y a des manifestations contre les patriarcats. Oui, c'est magnifique. Et c'est comme ça que le mouvement mondial révolutionnaire progresse, c'est par ces rendez-vous internationaux. Et donc, il y avait en même temps, et ça c'est super, au Pakistan et en Inde, des manifestations des femmes, et des hommes aussi qui vont dans ces manifestations, contre le patriarcat. Et quand on sait la violence du sexisme dans ces deux pays aux religions fondamentalement opposées, et quand on sait le nationalisme, le fait qu'au même moment, des gens se rejoignent de chaque côté des frontières pour manifester ensemble, eh bien je trouve ça absolument magnifique. Et donc au Pakistan, il y avait bien eu des manifestations, notamment à Islamabad, la capitale. Islamabad, voici un nom de capitale
qui n'est pas rien. À Karachi, la grande mégapole du Sud, capitale économique, qui a connu la plus grande croissance démographique des villes ces dernières années. Mais aussi à Lahore, qui est la capitale culturelle, ville magnifique, à l'architecture magnifique, voilà, où donc les autorités à Lahore avaient vainement tenté d'annuler l'événement. Voilà, ils n'ont pas réussi. Chaque année, ces manifestations donc pour les droits des femmes au Pakistan sont très mal accueillies depuis la première édition qui a eu lieu en 2018. Là-bas, c'est perçu comme le signe du néocolonialisme culturel occidental. C'est perçu comme le signe de cette décadence occidentale qui se propage et qui vise à se propager. Voilà, ça serait une offensive dont nous ferions preuve, des gens comme moi, par universalisme, de vouloir imposer nos manifestations contre le patriarcat le 8 mars dans ces pays-là. C'est vécu comme ça. Donc ils essaient de les interdire, mais ils n'y arrivent pas. Et cette année, les manifestations, donc en 2022, ont eu lieu. Il y a eu très peu de gens, hein, quelques milliers de personnes. Quand on voit qu'il y a plus de 200 millions d'habitants, c'est très peu. Mais ça s'est fait dans le calme. Au moins, ça s'est fait dans le calme, même si plusieurs mouvements islamistes avaient par avance dénoncé les manifestantes et essayé d'organiser des contre-manifestations. Et les mouvements islamistes, là-bas, quand ils font une manifestation, c'est beaucoup, 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 beaucoup de monde. Et ça peut être très violent s'ils s'y mettent. Donc des contre-manifestations avaient été qualifiées de marche hijab, voilà, avec des femmes voilées qui manifestaient pour défendre le voile. Voilà, c'est organisé dans certaines villes par les religieux conservateurs, donc ils font des appels eux aussi sur les réseaux sociaux, ils font d'ailleurs des prêches en ligne pour défendre les valeurs islamiques qu'ils considèrent menacées par les mouvements féministes. Voilà, en 2020, les islamistes avaient lancé des bâtons et des pierres sur les femmes défilant pour la journée donc des droits des femmes, ils en avaient blessé certaines. Les obligeant à se cacher derrière la police, qui ne doit pas être un plaisir pour ces femmes militantes. Voilà, il faut savoir aussi qu'au Pakistan, des vidéos et des images modifiées, retouchées, avaient été mises en ligne lors des marches de 2021, donc l'année d'avant, qui avaient été donc diffusées sur les réseaux sociaux et sur des chaînes de télévision très populaires, donc portées par les islamistes, accusant à tort les manifestantes d'avoir recours à des slogans blasphématoires. Une offense, donc on l'a déjà vu, le blasphème qui est passible de peine de mort au Pakistan. Donc là aussi la question des fake news, c'est que les islamistes, ils arrivent très bien à manipuler les images et à faire des fausses vidéos, à prendre des vidéos de manifestations et mettre des cris de femmes qui crient des slogans blasphématoires insultant le prophète, à faire aussi des fausses vidéos avec des gens qui blasphémeraient le Coran pour ensuite permettre aux foules de se jeter sur ces manifestations féministes. Voilà. Donc là aussi, la question des fake news, de la confiance dans l'information. Il faut savoir que le degré de désinformation et de conspirationnisme dans ces pays que sont le Pakistan ou le Bangladesh, mais aussi l'Inde, c'est atteint des niveaux que vous ne pouvez même pas imaginer. En Inde, juste à côté, eh bien, le dictateur Modi, donc lui aussi d'extrême droite, mais pas islamiste, hein, lui c'est un anti-islamiste. Lui, c'est le yoga, l'ayurveda et l'hindouisme, et donc les castes. Hein. Il faut savoir que si vous aimez le yoga et l'ayurveda, eh ben, vous participez à votre façon du soft power indien, plus ou moins, et que le soft power indien, ça veut dire par exemple qu'une femme, elle peut subir tout ce qu'elle veut dans ce monde-là, puisque de toute façon, l'avenir d'une femme, c'est de se réincarner en homme. Donc avant de parler de réincarnation, d'ayurveda et de yoga, renseignez-vous de près sur ce que ça veut dire. La réincarnation, ce que ça veut dire, c'est qu'une femme, ça doit se réincarner en homme. Une femme, c'est un homme en devenir. Et un homme de basse caste se réincarnera en homme d'une caste supérieure. Donc, quand les gens subissent des mauvais traitements parce qu'ils appartiennent aux castes inférieures, leur perception, c'est de se dire que plus tard, dans une autre vie, ils vivront une vie meilleure. Et que là, ils mangent leur mauvais pain et que plus tard, ils mangeront le pain blanc. Et que les autres qui sont dans les hautes castes, dans des vies antérieures, ils ont eux aussi subi des humiliations, etc. Voilà le système de perception, en résumé. Donc Narendra Modi a reçu personnellement Sergueï Lavrov, dont je vous ai déjà parlé, donc ce grisonnant chef des affaires étrangères russe. Pourquoi? Parce que la Russie est le principal fournisseur d'armes de l'Inde et son ami historique face à la Chine et pour lutter aussi contre le Pakistan juste à côté. L'Inde a besoin donc de ces armes pour s'équiper contre ses deux rivaux. Mais il faut savoir surtout que la veille, M. Modi, donc ce même dictateur, fan de yoga, avait, puisqu'ils font des séances de yoga avec des millions de personnes qui regardent en même temps, ils font respirer toute une partie de la population en même temps grâce à YouTube.
Donc Narendra Modi avait ignoré la visite de la ministre britannique des Affaires étrangères quelques jours avant, et puis même aussi les représentants du Japon, de l'Autriche, de la Grèce et du Mexique. Il avait reçu personne. Par contre, quand c'est Sergei Lavrov, le russe, bah là, il le reçoit avec lui, il discute avec lui. Il n'avait pas non plus accordé d'audience au ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi. Vous savez, le mec dont je vous ai parlé, qui est allé à Kaboul aussi. Et donc, Moody, il l'a pas reçu. C'est chaud hein, là-bas entre eux. Mais depuis, ça bouge un peu, puisque voilà, il y a des mouvements tectoniques sur la géopolitique, toujours en défaveur de Poutine et de son système dictatorial et offensif. Donc l'Inde, par exemple, signe de ces mouvements, vient de se dire profondément troublée par les images des crimes en Russie. Vous savez, les images récentes de cadavres, etc. Donc l'Inde se dit profondément troublée. Et à noter aussi que la Chine reprend exactement les mêmes mots, c'est la Chine d'ailleurs qui a parlé en premier, qui a dénoncé des images profondément, même adjectif, même adverbe, pardon, dérangeantes. Donc l'un est profondément troublé, l'autre profondément dérangeante. Vous voyez qu'ils prennent pas trop de risques, hein, et à chaque fois ils disent attention, on attend des enquêtes parce qu'il peut y avoir des manipulations. Tu m'étonnes, ils s'y connaissent en manipulation. Mais voilà, donc ils veulent pas se fâcher avec la Russie, mais ils commencent à se dire qu'il faudrait pas être les derniers à tourner si jamais le vent international venait à virer solidement anti-Poutine. Donc ils commencent à se dire troublés ou dérangés par les images de massacres. Voilà, donc petite inflexion contre Vladimir Poutine. Sinon, en Inde toujours, l'ancien responsable d'Amnesty International, et il y a du boulot en Inde quand on est responsable d'Amnesty International, a déclaré aujourd'hui même avoir été empêché de quitter le pays en raison d'une action en justice intentée par le gouvernement contre l'Organisation de défense des droits humains. J'espère que ça vous rappelle quelque chose, puisque la semaine dernière, je vous parlais d'une écrivaine et journaliste indienne qui dénonce notamment le patriarcat en Inde, qui devait venir à Londres et aussi en Italie pour parler de la situation en Inde, qui avait été elle aussi empêchée d'embarquer dans son avion à l'aéroport de Bombay. Et donc, alors elle a été libérée et autorisée à prendre l'avion lundi, donc elle vient d'arriver en Europe. Elle s'appelle Rana Ayoub, si vous voulez la suivre sur les réseaux sociaux. Et donc elle vient d'arriver en Europe après sa petite garde à vue en Inde. Et lui, par contre, le chef d'Amnesty, l'ancien responsable d'Amnesty International, lui, il est toujours au commissariat. Il faut savoir que Amnesty International a mis fin à ses activités en Inde en 2020 après le gel de ses comptes bancaires ordonné par le gouvernement. Donc là aussi, répression judiciaire contre toutes les organisations accusées de toujours pareil, de faire pénétrer l'imaginaire occidental dans ces sociétés traditionnelles. En Chine, juste à côté. Donc après le coup de l'avion tombé qui avait laissé notre dictateur Xi Jinping sous le choc, ce qui est quand même très original pour un empereur chinois de témoigner de ses émotions, à chaud sur les réseaux sociaux, premier élément. Ensuite, il y avait eu aussi, vous vous rappelez, l'histoire de la fin du film Fight Club, qui avait été rétabli suite à la protestation des gens sur les réseaux sociaux. Ce qui n'est pas rien. Fight Club, c'est pas rien. Si vous regardez les premières 45 minutes de Fight Club, bah, vous avez un film situationniste dans toute sa splendeur. Et donc, les Chinois ont réussi à faire pression pour obtenir le rétablissement de la fin originelle de ce Fight Club. Après le trafic de femmes enchaînées, ce qui n'est pas rien non plus sur la question du patriarcat. Trafic de femmes avec ces femmes enchaînées donc qui avaient fait l'objet d'une polémique et donc d'interdiction par le pouvoir central, polémique sur les réseaux sociaux aussi. Nous avons maintenant aujourd'hui même l'affaire de la tête rasée, où donc quelqu'un en Chine qui n'a pas respecté le confinement s'est fait attraper par 2 membres du Parti communiste, des responsables de quartier, qui lui ont rasé la tête. Ça a rappelé les pires heures de la révolution culturelle maoïste, quand, rappelons-le, hein, la plupart des gauchistes révolutionnaires français se revendiquaient maoïstes, y compris certains des plus grands philosophes français étaient copains avec des gens qui se revendiquaient maoïstes, ce qui, quand on a un peu d'intelligence, tout simplement, nous paraît vraiment être une aberration. Donc nous n'avons aucune complaisance à avoir à l'égard des gens qui se sont revendiqués maoïstes à l'époque, ou des gens qui ont été proches de ces gens-là. Ils avaient totalement tort sur toute la ligne, c'était des confinis. Donc là, on continue à raser des têtes en Chine, comme pendant la révolution culturelle de Mao, qui était un grand massacre, dont a été victime d'ailleurs Xi Jinping. Xi Jinping, il a passé 7 ans en camp de redressement parce qu'il était fils de l'intelligentsia du parti et révolution culturelle. Il s'est fait purger et il a passé du temps dans des camps de travaux forcés à la campagne en Chine, à brasser de la merde. J'ai encore dit merde, mais c'est le cas, brasser des excréments, pardon, pour essayer de fertiliser les sols en Chine. Donc il revient de loin, l'actuel dictateur. Sauf que là, bah, ça passe plus. Ça fait le buzz sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle en Chine, une tête rasée, avec les cris, machin et tout.
Et du coup, ce qui est intéressant, c'est pas tant qu'ils fassent encore ça, parce que ça, on s'en doute qu'ils le fassent encore. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça fait tellement le buzz sur les réseaux sociaux que le gouvernement a dû annoncer des sanctions, dire que les gens qui avaient fait ça faisaient pas partie du Parti communiste chinois, etc., etc., que c'était un faux là aussi. Et bref, a dû réagir. Et donc en Chine, ça va pas bien du tout pour le pouvoir, puisque les gens supportent de moins en moins les mesures qui sont prises sur la question du Covid-19 qui continue de flamber à Shanghai notamment. À tel point que le gouvernement se pose la question de savoir s'ils vont pas importer des vaccins à ARN messager, puisque sur les réseaux sociaux, les gens disent que leurs vaccins ne fonctionnent pas assez bien et qu'ils aimeraient bien avoir des vaccins américains. Ça c'est chaud. Entre Fight Club, Disney World, un immense Disneyland à Shanghai, s'ils commencent à prendre des vaccins américains, là c'est pas bon. En tout cas, le gouvernement a même parlé d'autoriser les traitements contre le Covid, donc pas les vaccins, mais les traitements fabriqués par Pfizer. Voilà. Donc, si on imagine que la Chine est toute puissante et va s'opposer au capitalisme américain, non, non, c'est pas ça qui se passe. La Chine, elle est traversée elle-même par ces mouvements d'émancipation et par ce mouvement global de syncrétisme interculturel. Bah voilà, on a fini pour les actualités internationales.